Les pistonnés, le rendez-vous des passionnés de F1 et du sport automobile au sens large du terme. On est de retour comme chaque mercredi après chaque Grand Prix pour débriefer tout ça, pour parler, débattre et analyser bien sûr toute l'actualité de la Formule 1. Mon triangle magique est de retour lui aussi aujourd'hui avec celui qui a le pragmatisme d'un team manager, Monsieur Hamza Rahmani. Salut Hamza. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va Hamza? Ça va très bien, et ouais. vous-même? On parle en ASMR ce matin. Vous l'avez vu, vous venez de le voir, romantique comme un journaliste F1, Monsieur Brice Germain. Comment ça va Brice? Ça va pas trop mal, ragazzi. Ragazzi, Ça oui. va très très bien même. Tout à posto. Ah, tout au poste. Et mon troisième... Lâche ton portable toi. Mon troisième, à l'ego des grands champions, Piero Valette et son œuvre, Des Piello F1 bien évidemment. Ils sont tous les deux avec nous parce qu'il y a deux personnages. Il y a Piero Valette et il y a Des Piello F1. Ils sont tous les deux avec nous Le mec aujourd'hui. bipolaire, schizophrène, tout ce que tu veux. Non, ça va, tranquille, j'ai fini ma story Insta juste avant l'émission, donc on est bien. Très bien. Je vous l'avais dit, il a l'ego des grands champions. Oui, il a l'ego des grands champions, mais est-ce qu'il a le talent des grands champions? Oh, merci mon Hamza, ça fait plaisir. Je crois que tu posais la question ou Oui, c'est une question que je posais. Une question, une affirmation. Il posait la question, on le verra à la fin de cette émission avec le quiz et on regarde justement le sommaire des pistonnés spéciale édition cette semaine, vous l'avez compris, avec un débrief du Grand Prix d'Italie 2019, un beau décryptage qui sera fait d'ailleurs par M. Hamza Rahmani, la Q3 de la honte, point d'interrogation, là aussi c'était une question. Et puis une autre question pour le débat, trop de F1 tue la F1, et puis on terminera toujours avec un petit quiz, vous allez voir, et on verra qui a le plus de talent, bien sûr, dans cette émission. Allez, tout de suite, les amis, on revient sur un week-end rouge, un week-end plein d'ivresse, bref, un week-end en Italie. Le Grand Prix d'Italie à l'Autodromo di Monza, avec un bel accent français, remporté forcément par Charles Leclerc. On regarde justement le classement général de cette course. Leclerc devant les deux Mercedes, Bottas devant Hamilton, Renault à la fête aux 4e et 5e places, Albon devant Verstappen, Perez 7e, Giovinazzi 9e prend sa revanche et Norris le dernier qui à prendre des points aux dépens de Pierre Gasly. Le meilleur tour aussi également, parce que je sais que vous aimez cette précision réalisée par Lewis Hamilton en 1:21.779, plus d'une seconde devant Sébastien Vettel, et le pilote du jour bien sûr c'est Charles Leclerc, et on va vous expliquer pourquoi tout de suite avec les 4 enseignements bien sûr de ce Grand Prix d'Italie. Oui, avec la liaison cette semaine, je sais que ça vous manquait, 4 enseignements et pas 4 enseignements, voilà, c'est bien sûr la marque de fabrique. Les 4 enseignements, on les regarde tout de suite avec la bataille notamment féroce entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Le week-end parfait pour Renault, tellement mauvais. Copyright Brice Germain comme chaque semaine. Et puis moi, ma séquence préférée, le top flop des pistonnés. Il y aura un petit peu plus d'humeur et donc un petit peu plus d'enseignement encore sur cette course. Allez, on commence tout de suite. Le premier enseignement, Charles Leclerc, la deuxième victoire consécutive bien sûr du Monégasque, la première victoire de Ferrari à domicile depuis 2010. On rappelle que Mercedes était invaincu depuis le début de l'ère hybride à Monza. Une rude bataille surtout en piste, voilà ce que l'on a retenu dans cette bataille féroce. Le 23e tour avec l'avertissement pour Leclerc, ce drapeau blanc et noir, Hamilton qui court-circuite la chicane à ce moment-là, et puis le 36e lorsque Leclerc rate son freinage à la chicane et la coupe. Regardez ce qu'il nous disait Charles Leclerc à propos de cette rude bataille, de cette victoire au caractère. C'est la première fois de ma vie que je sens que j'ai gagné grâce à mon mental. Depuis le Red Bull Ring en Autriche, il est clair que nous pouvons aller un peu plus loin pour attaquer et dépasser. L'Autriche m'a aidé à changer mon approche et aujourd'hui, grâce à cela, j'ai réussi à gagner. C'était très limite, mais je suis heureux de courir ainsi. Ça, c'était les mots bien sûr de Carlito, comme on l'appelle de l'autre côté des Alpes. Prenons également la tendance du côté de Lewis Hamilton avant de vous exprimer sur ce sujet. Si le championnat n'avait pas été en jeu, je n'aurais peut-être pas bougé vers l'herbe et nous aurions été au crash. Il m'a clairement poussé, comme je l'ai dit à la radio, mais je n'y vois pas un manque de respect. Nous n'avons pas un problème. Je l'ai même félicité directement à la sortie de la voiture et on l'a vu notamment sur le direct. Les amis, cette bataille féroce, qu'est-ce que ça vous inspire dans ce premier enseignement? Ça fait plaisir, aimé. moi, je suis content. Moi je prends la parole, je suis désolé. Vas-y. Ça fait plaisir parce qu'on a une vraie bataille féroce. Il l'a dit, en Autriche, il s'est fait sortir, on va dire, par Verstappen, on va le dire comme ça. Et son changement d'approche est la bonne et c'est ça qu'on veut voir. Et 2 grands champions. Alors oui, ça a été très 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 rude.
Mais comme a dit Hamilton, il n'y a pas de problème, on se serre la main, c'était de la bonne course et c'est ça qu'on veut voir, quoi. Ah, c'est de la F1 qu'on aime, effectivement, comme il le dit Charles, depuis l'Autriche, ça a changé son approche. Et franchement, moi je me suis régalé de cette bataille. Moi, il y a la seule manœuvre que je trouve limite, c'est sur la ligne droite quand il change de trajectoire avec Lewis Hamilton qui est obligé de un peu lever le pied. Pour le reste, c'était rude, c'était dur, c'est la F1 qu'on aime. Et puis il est en apprentissage constant, c'est-à-dire que depuis le début de la saison, il a eu affaire premièrement à son coéquipier Sebastian Vettel, qu'il a réussi à battre. Derrière, il a eu affaire à Verstappen en Autriche. Et aujourd'hui, il se retrouve à se battre avec Lewis Hamilton. Donc c'est vraiment une progression en fait dans la bagarre. Et je pense que cette année-là, en fait, on va avoir un Charles Leclerc totalement différent à la fin de l'année qu'au début de l'année, parce qu'il sera battu vraiment contre à peu près tout le monde dans des situations différentes. Et il aura réussi à s'imposer dans ce genre de situation. Donc bravo. Et très On le voit sur quand il fait son tour de décélération, la manière dont il est heureux, ça devient rare de voir quelqu'un autant célébrer une victoire. Et donc c'est ça qu'on aime aussi. Donc on sent que il est allé la chercher au mental cette victoire. Et très important, il répond présent sur les 2 circuits Ferrari, typés Ferrari. Et c'est important, on en parlait avant Spa, c'était important que Ferrari gagne sur ces 2 circuits. Ouais. Et c'est Leclerc qui s'est révélé comme étant le patron et celui qui allait chercher ces 2 victoires. Félicitations à lui, félicitations à Ferrari en tout cas. Et puis, champion. Contrairement à Spa, il n'a pas le tampon Vettel pour l'aider en début de course. Et là, il est sous pression. Déjà, parce que tu as une pression, c'est la marée rouge que tu as là-bas. Parce que, comme disait Julien Febvreau, je crois à Canal, on passe très vite de héros à 0 à Monza. Bien sûr. Jean Lézy, on sait quelque chose. Ouais. C'est pour la blague. 53 tours devant, avec Lewis Hamilton, quintuple champion du monde derrière soi, qui essaye de mettre tous les modes possibles pour essayer de vous dépasser. Franchement, à 21 ans, c'est chaud. Et alors certes, il a fait une erreur, mais franchement, une seule erreur dans ces 300 et quelques kilomètres de course. Bravo, non, mais et puis la stratégie Ferrari a été pour une fois parfaite et c'est Mercedes qui s'est pris les pieds dans le tapis avec leur propre stratégie. Peut-être qu'ils auraient dû arrêter Bottas pour essayer de forcer Leclerc à s'arrêter et donc laisser l'avantage à Hamilton. Finalement, ça s'est pas passé. Donc, c'est finalement un revers de la médaille pour Mercedes dans ce cas-là. Et ils ont réussi à faire une belle stratégie avec une seule voiture. On verra quand ils en auront 2 qui seront là. On va voir s'ils se prennent pas les pieds dans le tapis Ferrari, mais ça s'est fait sur la stratégie et c'est beau. Très important, la puissance du moteur Ferrari. Oui, voilà. On l'a vu ce week-end. Combien c'était important, mais surtout, même avec le DRS, il s'était arrêté. Exactement, c'est exceptionnel. Je suis pas sûr que la stratégie Mercedes foire si le moteur Ferrari n'est pas aussi puissant. Ouais. Parce que quand tu vois la ressortie des stands de Leclerc, quand il met les durs, Hamilton, il est à 5 dixièmes. Et quand tu es à 5 dixièmes dans une ligne droite comme Monza, aspiration plus DRS, ça passe 100 000 fois normalement. Mais là, la puissance du moteur Ferrari, elle a vraiment offert la victoire à Charles Leclerc en plus de son pilotage. Juste un mot sur Mercedes, un peu comme à Spa. C'était pas un circuit forcément typé Mercedes et pourtant ils ont quand même répondu présent. Ah oui. C'est quand même l'équipe qui limite la casse en faisant P2, P3. Et ils prennent plus de points. Exactement. Donc je pense qu'on est satisfait du côté de Ferrari parce qu'il y a une victoire, du côté de Mercedes parce que on conforte l'avance au championnat. Il n'y a pas que des réjouissances chez Ferrari, on va le voir tout à l'heure avec le 3e enseignement, mais il y a des réjouissances pour les jaunes de France, on va les appeler comme ça, le Renault F1 Team bien évidemment, qui réalise son meilleur week-end d'un point de vue comptable, on va dire, depuis son retour en Formule 1 en 2016, Daniel Ricciardo P4, Nico Hülkenberg P5. Surtout, Renault a montré que l'unité moteur fonctionnait très bien sur un circuit typé moteur et, comme le rappelait Cyril Abitboul, il n'y a pas eu d'alerte sur la nouvelle spécification, ce qui n'est pas franchement le cas du côté de chez Honda et notamment du côté de chez Mercedes. Le week-end parfait de Renault, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Oui, parfait. Oui, on voit Hülkenberg faire un freinage sur Vettel dans le premier tour, donc magnifique. Et puis les Renault, elles étaient là. Et s'il y avait accrochage devant entre Hamilton et Leclerc, il y a podium. Donc les Renault étaient là, ça fait plaisir. Leur châssis est, on peut le dire, pourri, mais ça fonctionne sur les lignes droites grâce au moteur. Donc ça veut dire qu'effectivement le moteur fonctionne. Non, mais c'est vrai, je suis désolé. Oui, surtout qu'en plus ils font la performance, le même genre de performance qu'ils ont fait à Montréal, qui est le même type de circuit, avec énormément de lignes droites et beaucoup de chicanes. Donc oui, effectivement, c'est quand même l'aspect moteur qui va plus rentrer en jeu. Et puis, pour une fois, ils ont su profiter en fait des absences des ténors. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Red Bull devant. Et c'est là qu'on attend Renault. Renault est censé être, en tout cas ce qu'ils vendent. Il n'y a pas de Red Bull devant, je suis désolé. Alexander Albon par P8, il finit P6.
P6, bon, toujours derrière les Renault. Mais c'est ce qu'on disait en Non, mais début de sur- saison. Quand est-ce qu'on le vire? Oui, mais C'est là. Je sais pas, je pose la question, parce qu'il y a quand même 2 Renault devant lui. Ah, mais c'est ce qu'on disait en début de saison, notamment sur Daniel Ricciardo. C'est que Renault et Ricciardo doivent répondre présent quand il y a des défaillances chez les gros. Ils ont répondu présent. Super week-end pour Renault. C'est l'équipe qui a en plus poussé son stint en tendre le plus loin possible, 29 et 30e tour. Donc c'est un week-end, je trouve, exceptionnel pour eux. c'est ce qu'ils auraient dû faire à Hockenheim. Regardez ce qu'il disait Daniel Ricciardo à propos de cette course. Très ému, presque une victoire, on pourrait le dire, pour Daniel Ricciardo. Signé le meilleur résultat comptable de l'écurie depuis son retour en F1, en terminant 4e et 5e sur un circuit typé moteur, fait honneur à Renault et aux efforts fournis. Il avait précisé notamment dans l'interview par Viry-Châtillon, le rythme de course était excellent et c'est une superbe récompense pour toute l'équipe. L'homme qui a la pizza power, le pizza power, on ne sait pas trop. Il a dit que c'était son plat préféré sur Canal+, et on l'a entendu dans la radio en fin de course. Daniel Ricciardo, est-ce que ça peut être un motif de satisfaction pour la suite de la saison, leur donner des forces? Moi, je vais aller forcément. plus loin. Ouais. J'espère qu'ils vont avoir un bon châssis et qu'ils vont réussir à résoudre leurs problèmes pour l'année prochaine, parce que là, ça veut dire qu'avec le moteur qu'ils ont, Une vraie promesse. il y a une vraie promesse avec Esteban Ocon à côté. Et pour Ricciardo, ça fait aussi un peu du bien pour se mettre lui en valeur pour 2021, et voir ce que ça va donner. Surtout qu'ils sont relativement confiants vis-à-vis de cette évolution-là, étant donné qu'ils ont identifié les failles de cette voiture et qu'elles sont visiblement pas modifiables parce que structurellement, en fait, c'est vraiment dans le châssis le problème. Là, Donc c'est pas pour cette année qu'il va y avoir une évolution majeure et qu'on va voir Renault faire un step incroyable. Par contre, ils ont identifié les problèmes. Donc si jamais le moteur fonctionne et qu'ils arrivent à marier un châssis effectivement performant, le pari de Ricciardo sera bon, le pari de Ocon sera bon, et il va falloir s'habituer à revoir du jaune sur un podium. Ils ont identifié le problème du côté de chez Renault et nous, on a identifié un autre problème du côté de chez Ferrari cette fois-ci. C'est que notre ami Sébastien a été vétellement mauvais. Voilà, vétellement mauvais tout au long de ce week-end. Une Q3 complètement ratée, seulement 4e après son premier essai. Est-ce qu'il aurait dû être pénalisé dans la parabolique? Ça, Hamza va nous le dire dans quelques instants dans son décryptage. Pris dans le peloton aussi également lors de son deuxième essai. La nouvelle erreur au 6e tour, bien sûr, à Ascari. Et surtout, les critiques de la presse italienne. Alors attention, on sort la sulfateuse et on regarde ça tout de suite. Vous allez voir, il a fait l'unanimité de l'autre côté des Alpes. L'ami Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, bien sûr, chez Ferrari. La Gazzetta qui nous dit Ferrari a un nouveau leader, en l'occurrence avec Leclerc. Vettel a été désastreux et n'est pas le pilote que Ferrari veut. La République, depuis longtemps, Vettel ne ressemble plus à un quadruple champion du monde. Le Corriere della Sera, Vettel perd la tête une nouvelle fois, tandis que le jeune Leclerc gagne tout le temps en prestige. Et puis, mention spéciale à Stampa qui nous dit Maranello, on a un problème, presque comme un grand frère. Binotto défend Vettel, mais la crise du pilote semble sans fin. Vettel, ça a été le grand perdant, on a l'impression, de ce Grand Prix d'Italie. C'est dommage parce que son tour de qualif en Q3, il est très bon à partir du moment où il n'a pas l'aspiration, parce que ça a été le pilote qui a la moins bonne vitesse, enfin des 4 gros, qui a la moins bonne vitesse de pointe sur l'ensemble du circuit, parce qu'il n'a pas bénéficié de cette aspiration sur son seul tour au final de qualif. Il fait un super tour et encore une fois, il va gâcher son week-end. Je sais pas. Enfin, ouais, c'est mental, forcément. Ouais, alors déjà en qualif, bon, il y a eu l'imbroglio en Q3 et ça a été malheureux. Abdel l'expliquera, mais derrière, quand tu as le tête à queue qu'il fait sur Ascari, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu un pilote faire une erreur sur le sec. Faire une erreur comme ça avec. Si, attends, je suis en Formule 1. Les vibreurs sont. Non, mais d'accord, les vibreurs. Humides Non, de la mais matinée. bien sûr, non, mais bien sûr. Mais Mais le point derrière. météo. Non, mais je Ça suis fait désolé, mais oui, il y a des vibreurs, il y a des petits boudins aussi pour éviter justement qu'on coupe trop sur le vibreur. Mais derrière, faire cette erreur-là avec une Ferrari qui est pas la moins bonne voiture du plateau. Je veux dire, tu fais ça avec une Williams, je peux comprendre que ouais, il perd l'adhérence, il y a un problème sur le fond plat, sur le châssis, ce que tu veux, machin. Là, il a une Ferrari quand même, le gars. Donc, qui partent en tête à queue comme ça, je comprends pas. C'est vraiment super dur, quoi. Pour moi, Vettel est un pilote qui, pendant les 6 premières années de sa carrière, a conduit des voitures qui étaient très chargées aérodynamiquement parlant, et qui se retrouve chez Ferrari avec une voiture qui est plus typée moteur et qui a toujours plus été typée moteur et beaucoup moins chargée, et par conséquent qui est beaucoup plus libre sur l'arrière et sur l'avant dans des courbes type Ascari. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on voit Vettel faire énormément d'erreurs, énormément de tête à queue. C'est qu'au final, c'est pas son pilotage à lui. Lui, il a besoin d'une voiture qui est très chargée, et que quand la voiture est plus libre, il a plus de mal à la contrôler. Et c'était déjà le cas en 2014 quand Ricciardo est arrivé chez Red Bull pour dire voilà, moi je veux une voiture un peu plus déchargée, libre, parce que je l'aime bien tortilleuse, quoi. Et Vettel,
Ce qui fait que ces 4 titres, il les a acquis avec une voiture Qui était collé à la route. oui, et qui lui correspondait parfaitement. Et son manque de vitesse de pointe, au final, lui, il s'en foutait. C'est pas Compensé par- parce que finalement, il a une telle précision en fait dans là où il pose sa voiture quand la voiture lui convient et qu'elle est collée à la route justement que il est imbattable dans ces moments-là. Mais dès que la voiture est plus libre et qu'on a des virages qui sont un petit peu demandeur en termes de flux d'air, du coup, voilà, ça donne un Vettel qui ne contrôle pas sa voiture. C'est presque un syndrome Grosjean. Mais quelque j'ai part. envie de vous relancer là-dessus. J'ai écouté le super débrief qu'il y avait dimanche soir dernier sur Despielo F1, la chaîne que tout le monde connaît aujourd'hui, bien évidemment. Il faut le brosser un peu l'ami. Il faut le brosser un peu l'ami parce que sinon on va le perdre. Mais ce que je veux dire par là, il y avait une très bonne réaction. Je crois que c'était Hydro, qui disait ça, qui disait c'est quand même dur pour Vettel parce que c'est lui quand même qui est en charge, on va dire, du développement de la voiture depuis déjà des années. Et aujourd'hui, c'est Leclerc qui en récolte les fruits. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop dur avec est-ce que la presse italienne n'est pas trop dure à enterrer La presse italienne elle est toujours dure, hein, mais moi de mémoire, je pense que c'est plutôt Raikkonen qui a été en charge du développement Oui, pour clairement. pouvoir bosser avec Vettel, quoi. À partir du moment où Vettel est le leader, c'est normal qu'il soit celui qui se fasse un peu, entre guillemets, désosser par la presse italienne. Après, oui, la presse italienne est dure, Ouais, comme elle fait toujours ça à avec chaque Ferrari. fois. mais- Alonso, il s'est fait défoncer. Mais oui, mais enfin, tous les leaders, si Leclerc avait fait ce qu'avait fait Vettel, il n'aurait peut-être pas eu autant reçu de critiques. Mais c'est normal. Vettel, c'est un quadruple champion du monde. Il est venu à Ferrari pour remporter un titre mondial avec, c'est clairement avec annoncé, quoi. l'institution, entre guillemets, de la Formule 1. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Et tout ce débat qu'on a depuis tout à l'heure sur les voitures chargées aérodynamiquement pour Vettel, est-ce que ça remettrait pas en cause en fait son avenir en Formule 1? Est-ce qu'il faut pas dès l'année qu'il prochaine aille- Non, mais est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il faut pas qu'il réfléchisse Tu t'enflammes. Est-ce qu'il faut pas qu'il réfléchisse à se retrouver autour d'une écurie qui construit une voiture pour lui? Surtout qu'en plus, chez Ferrari, tu vas pas changer la philosophie en fait. Bah. La philosophie, elle est là depuis une quarantaine d'années. C'est ton T'arrives pas à moteur, t'adapter. c'est une voiture libre, tout ça. Et voilà. Et là où on voit aussi les grands pilotes, je dis pas que Vettel n'en est pas un, c'est pas ça, mais c'est qu'ils s'adaptent quand même à peu près toutes les voitures qu'ils vont trouver. Vettel s'adapte bien parce que finalement, il joue quand même le titre quasiment tous les ans. Mais bon, c'est Jusqu'à un certain Non, point. c'est non, c'est pas gentil parce qu'au final, quand tu es à Singapour en 2017, Lui, il est dans le monde des bisounours. non, mais pas gentil. arrête. Sur le recul, tu es à Singapour en 2017 avant le départ. Tu te dis, Ah, il joue le titre, oui. tu te dis à ce vraiment moment-là, que ouais. c'est Il reste totalement quelques possible. courses quoi. après. Oui, ouais. Les amis, on referme un petit peu cet enseignement sur Sébastien Vettel. On a déjà fait un débat et on va en parler jusqu'à la fin de la saison, bien évidemment. 4e enseignement, les top flops de nos pistonnés. On en a sélectionné 3. Ils en ont sélectionné 3. Le week-end merdique pour Kimi, ça sera pour Brice. Attends, c'est lui qui a dit ça. Hein. C'est lui qui a dit c'était un week-end merdique. Il l'a dit en finlandais, donc en finnois, je n'ai pas compris. La bataille Saints-Albon, ça, ce sera bien sûr pour Hamza. Et puis Verstappen derrière Perez, ça, ce sera pour notre ami Pierrot. On commence avec toi, Brice. Verstappen. Non, pas Verstappen. Raikkonen. C'est pour moi. Ce week-end merdique. Du coup. Ouais, Dieu sait que ça me fait mal de dire ça. Parce que une objectivité totale sur lui. Mais week-end vraiment pourri pour Raikkonen. Alors déjà, dès les essais, ça a été catastrophique. Il s'est sorti quand même 2 fois. Un en EL3 et une fois en qualif. C'était en Q3 qui s'est Q3 sorti à qui la sort, parabolique. Oui, mais il sort déjà en EL. En EL1, il En sort. duel, hein, il sort. Oui, Mais à la parabolique déjà. Oui, bah oui. C'est vrai que la Ferrari c'est pas l'Alfa Romeo, donc forcément c'est un peu plus compliqué Ah, pareil, à driver. et puis voilà. Il faut te dire ça quand tu vas chez le concessionnaire aussi. Ouais, pas le même, pas valable prix, quand même, pas le même quoi. prix non plus quoi. Oui, effectivement. Une Clio s'il vous plaît. Et puis derrière, c'est vrai qu'il a eu du mal absolument, toute la course quoi. Il n'y a pas de rythme, ça a été compliqué. Mais quoi? Ça a été compliqué et surtout vis-à-vis de la performance de Giovinazzi quoi, qui a été très bon tout le week-end, certainement boosté parce qu'il était à la maison. Mais bon, lui rentre dans les points, Kimi ne rentre pas dans les points. Il est même très très loin des points parce qu'il finit avant-dernier si je dis pas de bêtises. Et puis Il est devant Grosjean. Ouais, mais ça, mais quelque part, est-ce que c'est pas un peu normal? Et puis derrière, ancien coéquipier, je te rappelle. Et puis derrière, Alfa Romeo, qu'est-ce qu'ils font à mettre des pneus qui sont pas les bons? Au bout d'un moment, les mecs, regardez le règlement. Je sais qu'il fait 200 pages, mais avant la saison, les longues nuits d'hiver en Finlande, on peut le lire un petit peu quand même, et puis voir que non, on ne peut pas changer de pneumatique quand on est allé en Q3. Et il y avait déjà une course compliquée pour lui, et ça l'était encore plus.
Sainz Albon pour notre ami. Ouais, la manœuvre, le dépassement absolument somptueux de mon ami Alex Albon. Ah, sur, non, mais oui, Carlos mais Sainz. je le dis, je le Dépassement retiens. vraiment somptueux. Hein. Somptueux, regarde. C'est pas la bonne image. Somptueux dépassement dans les graviers, magnifique, absolument. Non, mais ce qui Non, fait il est juste beau. avant la chicane, t'as Sainz qui se met au milieu pour dissuader le Thaïlandais de se retrouver à l'intérieur. Et il y va, il s'y jette. Et il passe comme un bonhomme. Et derrière, après, c'est malheureux qu'il se retrouve dans le gravier. Carlos D'ailleurs, Sainz il a les deux roues sur la piste encore. Sainz a expliqué justement qu'au premier Lesmo, il perd un peu, au milieu de Lesmo, il perd l'arrière, ce qui a poussé au contact avec Albon. Mais voilà, je voulais juste souligner le dépassement de. Il y a une petite d'Alex Albon. inexpérience quand même. La défense de Sainz, je la trouve incroyable moi sur cette passe. Eh ben, d'arrêt. La croisée ensuite. Bah, lui, normalement, Les deux, enfin, les deux. avec l'expérience qu'il a, il sait qu'en se mettant là, ça passe pas. Mais Albon, enfin, Il a vu le trou de souris, Moi, il y est allé. Voilà. Ouais, C'est faire les freinages avec l'arrière Red Bull, ce que savait pas faire Pierre Gasly, et ça fonctionne comme bien. Et on l'a vu Verstappen, déjà à mais, Spa. mais il est allé dans le gravier surtout. Enfin, c'est un bon dépassement, mais dans le gravier quoi. Un flop pour notre ami Pierrot, c'est Max Verstappen. Ah bah, Pour toi, c'est un flop, hein. ouais, c'est un flop, c'est son moment Flop faible. ou demi-flop Non, c'est moment faible de la D'accord. saison avec Spa pour Verstappen. Alors aussi parce qu'il y a eu des problèmes moteurs, notamment en qualif. Mais dans tous les cas, ouais, moment faible pour Verstappen sur ce Grand Prix. Il part du fond de la grille, il arrive, il relâche, il dit oh, je vais prendre un peu de marge, puis finalement il se rend pas compte que à la première chicane à Monza, même quand tu es dans le paquet, bah, tout le monde s'arrête en fait concrètement parce qu'on peut pas faire autrement. C'est l'embouteillage, c'est le périph', c'est Paris, c'est les travaux d'Hidalgo, donc faut s'arrêter. Et donc du coup, bah, effectivement, il a été surpris par Pérez et puis il lui rentre dans le baba et puis bah, il casse son aileron et derrière la course est compliquée, mais il remonte tout de même à la 8e place, ce qui est pas rien avec un moteur Honda. Ils étaient en manque de vitesse de pointe, donc c'est le moment faible de Verstappen pour le moment. Je pense honnêtement que les Red Bull, Alex Albon et Verstappen seront au top à Singapour. Oui, Et pourtant, il y a un célèbre chroniqueur de l'émission des Pistonnets qui, il y a quelques semaines, nous disait que Verstappen jouait le titre. Mais Je sais pas qui est. Il est payé une fortune d'ailleurs. alors, messieurs, dames, je tiens à vous dire une chose, c'est que Tu te en sens fait, visé. ça fait, oui, complètement. Ça fait 3 fois en 2 jours qu'il me dit la même chose. Parce que vous voyez pas ce genre de truc. Eh ouais. Mais en privé, il arrête pas de me dire ça. Ah oui. Elle a regardé l'émission Non. sur Verstappen. Je ne dis pas ça. Je dis que s'il n'y a pas de temps faible, mais il y a un temps faible. Vous verrez bien. On va laisser regarder le replay. Allez, nous, Voilà. on va faire un point comptable quand même sur la situation et notamment au classement des championnats du monde, des pilotes, chers amis, avec peut-être quelque chose qui va vous rassurer. Il n'y a plus que 63 points d'écart entre Hamilton et Bottas. Est-ce que le Finlandais pourrait le faire, lui qui a repris 2 points en une semaine, il y a 53 semaines dans une année? Je vous laisse faire le calcul, le championnat est complètement relancé. Leclerc passe devant Vettel et vient chatouiller Verstappen, lui, pour le coup, à 3 points. Et puis, côté constructeur, ben, pareil, il n'y a plus que 154 points d'écart entre Mercedes et Ferrari. Et Ferrari creuse l'écart sur Red Bull. Voilà, voilà en tout cas oui, c'est irrespirable. Il y a vraiment une tension jusqu'à la fin de ce championnat. Les pronos, les amis, les pronos. C'est le moment de faire le point déjà, un point comptable sur ce qui s'est passé suite au prono du Grand Prix d'Italie. Alors on a oublié de retirer Leclerc, c'est bien sûr notre ami Brice Germain qui prend le point de la victoire de Leclerc. Pas de bonus, pas de malus du coup parce que personne n'a eu le bonus et aussi pas de point du meilleur tour. Je sais pas pourquoi il y en a 2 d'entre vous qui avaient dit Red Bull à Monza pour le meilleur tour, mais Why not? c'était une possibilité, ça n'a pas marché. On remet les compteurs à 0 bien sûr avec vos pronos bien sûr pour le Grand Prix de Singapour. Alors je vous explique, il y a un bonus incroyable cette semaine, bonus de 100 points si on a ce scénario suivant. Victoire de Renault, Hülkenberg se met dans le mur, safety car et Ricciardo l'emporte. Ça fait 100 points si vous acceptez ce bonus. Singapour Si vous acceptez ce bonus. Et surtout, on va se concentrer sur le vainqueur et le meilleur tour. Est-ce qu'on perd 100 points si on dit non? Ça dépend. Si pour le coup, il y en a un qui gagne vraiment, je pense que et ceux qui n'auront pas pris le bonus, je leur retire 100 points, je pense. Non, je prends pas le bonus. Tu Moi, prends je pas le bonus moi, je prends le bonus. Moi, je suis joueur. Moi, je suis joueur. Il y en a un qui le prend. Moi, je suis joueur. Je vais le prendre. Moi, je vais le prendre. Des joueurs Pour la beauté du geste. qui est aussi dernier au classement, donc c'était. Ouais, bah écoute, qui ne tente rien à rien. 103 points contre 4-5 et 3-5, ça serait pas mal. Je pense que c'est pas mal. Moi, je prends le bonus et je vais dire donc victoire de Verstappen Ouais. et meilleur tour d'Alex Albon. Mais il prend le bonus. Mais il est con. Mais Je prends les deux. J'ai le droit de le faire. Donc J'ai le droit de le faire. mise comprends sur pas. 20 vainqueurs alors. Non, mais il mise c'est sur Ricciardo Verstappen, qui gagne. Prends le bonus. Hein Le bonus, c'est Ricciardo qui gagne. Il me dit c'est Verstappen qui gagne. Ah Donc, je te oui. confirme que. Oh. Oui, il y en a 20 qui T'as le gagnent. droit de Il y prendre en a le- 20 Je te qui confirme gagnent. que Avançons, son les épaule amis, plonge son avançons. talent, du coup, hein. Verstappen vainqueur et meilleur tour pour Charles Leclerc. D'accord. Je vais faire une Hamza.
Je vais prendre beaucoup de risques et dire Lewis Hamilton. Vraiment qu'il n'a pas gagné. Meilleur tour et victoire, j'imagine. Meilleur tour de Max Verstappen. Attends, j'aurais fait l'inverse, moi, c'est pas grave. Tu prends le bonus? Le bonus Renault, il te tend les bras. Non mais Moi, je le prends. Flavio est actuellement à Porto Vecchio sur son Non, millionnaire club. t'inquiète, il sera là à Et Singapour. suivez Flavio Briatore sur Instagram, c'est merveilleux. On en parlera de Mattel, Flavio, on en parlera, on fera une émission d'ailleurs sur les, Mais non, les du coup, patrons pas de d'écurie qui ont marqué l'histoire de la Formule 1. Chers amis, ce week-end, la course n'avait pas commencé, que la F1 nous faisait déjà bien marrer. On revient tout de suite sur l'imbroglio qui a eu lieu bien sûr lors de la Q3. Le décryptage et on se retourne tout de suite vers le professeur aux 4 couleurs. Je veux bien sûr parler d'Hamza Ramani qui nous explique, qui revient sur cette Q3 complètement folle ou complètement honteuse, à vous de choisir. Ouais, c'était le point noir de ce week-end à Monza, la fin de la séance de qualification, la Q3. Alors première question, évidemment vous connaissez la réponse, mais pour les néophytes, pourquoi est-ce qu'aucun pilote ne voulait se retrouver devant à cause du phénomène de l'aspiration On me demande. qui a un rôle capital à Monza. Voilà, vous êtes au courant. Pour la suite, avant le deuxième run, donc tous les box se regardent. Jeu psychologique, jeu de dupe. Qui sortira en premier? C'est Renault qui craque à 2 minutes de la fin. Nico Hülkenberg, on le voit à l'image, est devant Lance Stroll. Sauf que à la radio, l'ingénieur de piste de Nico Hülkenberg lui dit de se souvenir du plan. Le plan, on présume, parce qu'on n'en a pas la certitude, mais on présume que le plan c'était de couper le premier virage, couper la chicane pour se retrouver derrière Lance Stroll et se retrouver dans le peloton derrière. Sauf que, jeu psychologique toujours, l'ingénieur de Stroll, il sent le coup venir. Il a le pif. Et il dit à Stroll de rester, quoi qu'il arrive, derrière Nico Hülkenberg. Alors, 45 secondes se sont passées. On va juste rappeler, donc il reste 1 minute 25. On va rappeler que la pole, elle s'est jouée en 1,19. Donc là, C'est déjà la merde à ce moment-là. Voilà, exactement. Là, il faut clairement quand même commencer à accélérer. Sainz et Hülkenberg sont devant. Vettel veut passer, mais se retrouve bloqué par les deux pilotes. En écoutant la radio de Vettel, on comprend assez vite que c'est Charles Leclerc qui doit se retrouver devant Sébastien Vettel pour que Vettel bénéficie de l'aspiration sur la deuxième tentative. À ce moment-là, ça chauffe dans les radios. Chaque ingénieur de piste crie un peu « Ouais, faut accélérer, on n'a plus le temps. Timing is everything. » Et on arrive dans le dernier secteur. Et ce dernier secteur, messieurs, dames, il reste 26 secondes. 26 secondes. Lewis Hamilton, qui a été le pilote le plus rapide dans le dernier secteur, ce dernier secteur à fond, il l'a fait en 26,2. Donc là, tout de suite, on comprend que tout le monde ne passera pas, évidemment. Et Vettel, Sainz et Leclerc, donc, qui sont passés, sont dans ce troisième secteur. Ferrari ordonne à Leclerc de passer devant Sébastien Vettel, ce qu'il fait enfin. Les autres pilotes donc, sont déjà hors course. Et enfin, on arrive sur la fin. Sainz et Leclerc, là, on voit là, tout ce groupe-là, c'est terminé pour eux. Sainz et Leclerc franchissent la ligne juste à temps. Sébastien Vettel est crucifié. Dans la foulée, enquête des commissaires. Et là, enquête de commissaire contre tous les pilotes, sauf Kimi Raikkonen, qui évidemment était dans le mur à ce moment-là. Genre, de grandes annonces, parce qu'il y a une jurisprudence quand même, mesdames, messieurs, il y a une jurisprudence. Sachez qu'en Formule 3, il y a 15 pilotes qui ont été sanctionnés pour exactement la même chose, qui ont eu une pénalité sur la grille. Donc là, on se dit, oh là là, peut-être qu'on va avoir une pénalité pour l'ensemble des 9 pilotes. Qui va se retrouver en pôle? Kimi Raikkonen, mais Kimi Raikkonen va peut-être changer sa boîte de vitesse. Pourquoi ne pas faire une grille inversée finalement avec les Williams devant? Ça devient un peu n'importe quoi. Mais évidemment, pas de pénalité, juste une simple réprimande pour quelques pilotes. Les pilotes Mercedes, Ferrari ne sont même pas inquiétés. Et voilà, c'est fini. C'est juste une histoire de cohérence comme toujours avec les sanctions. On a vu le petit habillage là, sur les 4 roues qui n'auraient pas été complètement mises dehors, en tout cas du côté de Sébastien Vettel. Est-ce qu'il fallait le sanctionner? Qu'est-ce qui a été retenu par la... Ça, c'est clairement l'autre polémique, le tour de Sébastien Vettel, le seul tour en Q3. On voit sur cette image, on imagine que les 4 roues sont à l'extérieur. Du coup, la règle était simple. À la parabolica, si les 4 roues sont à l'extérieur, le tour est annulé. Sauf que, il y a le drapeau rouge suite à la sortie de piste de Raikkonen. On attend le petit synthé qui nous indique Vettel sous investigation. Ça n'arrive pas. On se dit peut-être qu'il y a une erreur de synthé. Enfin bref. Sauf que ça n'arrive pas. Et là, fin des qualifs, le tour de Vettel, qui est donc le seul tour, est bien comptabilisé. Et là, forcément, ça se déchaîne sur les réseaux sociaux. Non, parce qu'il y a une règle qui sauve Vettel, une règle de la FIA, c'est on ne pénalise pas une Ferrari à Monza. Et ben c'est exactement là où je voulais en venir. Oh là là. On ne peut pas pénaliser une Ferrari à Monza. Et puis mon préféré, FIA, Ferrari International Assistance. Ça, c'est mon préféré, mesdames, messieurs. Mais dans un éclair de lucidité à la fin de cette Q3, je me suis posé la question, comment est-ce possible que des personnes qui prennent ces sanctions, qui ont 150
50 caméras, qui ont 150 ordinateurs, qui ont des milliers de plans différents, comment se fait-il qu'eux ne puissent pas voir ce que nous, avec une image, nous avons vu? Eh ben, réponse Moi, de je vais te Pierrot. répondre. Pierrot, je sais tout qu'il a la simplement. réponse. C'est parce que la règle, c'est qu'il faut que les 4 roues soient en dehors de la Quand ligne. on voit cette image, on se Sauf que le problème, c'est que la bande de roulement, donc la partie du pneu qui est en contact avec la piste, est effectivement en dehors de la ligne blanche, mais le flanc du pneu est un petit peu en excroissance par rapport à ça, et donc du coup touche virtuellement la ligne blanche. Et puis Mais là, le donc, problème, il est et c'est exactement là où je voulais en venir. Le problème, c'est justement ce que nous tous, nous avons vu. C'est cette image, sauf que cette image, on ne l'a pas vue. Et effectivement, là, on voit que le pneu de Sébastien Vettel n'est pas intégralement, le pneu avant droit de Sébastien Vettel n'est pas intégralement hors piste. Alors, on va prendre un exemple plus concret. Il y a quelques mois, en football. C'est un autre sport. Je sais que là-bas, on est un peu perdu complètement. de avec la football. scout, hein. Huitième de finale. Encore. Huitième de finale retour de Ligue des Champions, Real Madrid Ajax d'Amsterdam, un super match, une leçon des Néerlandais. Le troisième but de l'Ajax, le but de Tadic. Au départ de l'action, le ballon semble sorti. Et Mazraoui s'arrache pour aller sauver le ballon. L'action se poursuit, action collective magnifique. Les Amsterdamois développent du football de rêve. But de Tadic, merveilleux. Et là, on se pose la question, comment se fait-il que l'arbitre n'ait pas sanctionné cela, alors qu'en football, on a désormais une merveilleuse invention qui est la Appelle la VAR, VAR. vidéo assistance, qui apporte tant de, qui est censée résoudre tous les problèmes dans le monde, y compris la faim dans le monde. Bref. Et puis dans la soirée, il y a un twitto qui, alors j'ai son nom, G Bleuba, qui a fait cette démonstration. Première image qui va arriver dans quelques instants. Le ballon semble à l'extérieur. C'est plutôt net. Deuxième image. Et ben en fait, avec un plan différent, le ballon n'est pas à l'extérieur. Troisième image, on aura la confirmation avec des petites couleurs. Le ballon n'est pas à l'extérieur. C'est exactement sur ce principe que les commissaires ont justifié finalement le fait que peut-être que le pneu avant droit n'était pas à l'extérieur de la piste. Et le fameux bénéfice du doute accordé à Sébastien Vettel, pas parce qu'il pilote une Ferrari, mais bel et bien parce que éventuellement peut-être que le pneu avant droit n'était pas à l'extérieur de la piste. Mais ce cas, il met en lumière un réel problème. À Spa, on n'a pas eu ce problème. Pourquoi ? Parce qu'à Spa, il y a eu des capteurs électroniques qui ont été installés, notamment en haut du raidillon, pour savoir si les pilotes, oui ou non, allaient couper le raidillon. Ça n'a pas été le cas à Monza. Là, c'est la question qu'on peut vraiment se poser. Pourquoi est-ce qu'à Monza, on n'avait pas ces capteurs ? Dernier point. Et là, je te fais une passe d'étel, Juan Roman Riquelme, pour le débat qui arrive. Peut-être que le meilleur des capteurs, c'est les graviers. Ah, ben ça c'est vrai que ça sera un très très bon lancement pour notre débat à venir, mais juste avant, Fier de lui. je voulais, et bravo pour cette chronique parce qu'elle est très très bien travaillée. Les garçons, très rapidement, tour de table très rapide, Brice et Pierrot, fallait-il sanctionner les garçons en Q3 qui ont participé, on va dire, à cet imbroglio ? Moi, je te dis oui pour le spectacle. Point. C'est tout. Voilà. Après, autrement, non, mais pour le spectacle, Ils oui. sont sanctionnés tout seuls, ils sont passés pour Oui, des aussi. débiles. Mais enfin, eux-mêmes, les ingés, tout le monde. Hein. Enfin, c'est quand même censé être des personnes qui sont à la pointe du sport automobile mondial et ils sont pas foutus de regarder quand même un chronomètre. C'est-à-dire que c'est des chiffres, il y en a 3 secondes minutes. On ne va pas très très loin quand même, tu vois. Enfin, il reste 1,40. Quand on te dit qu'il faut 1,30 pour sortir, il va falloir à un moment donné bouger un tout petit peu les miches, tu vois. Mais vous ne le faites pas, vous êtes punis. Et franchement, la mascarade, enfin la punition, elle est totale sur la piste. Enfin, la F1 est punie, les spectateurs sont punis Oui. aussi. Pour ceux qui payent 500 balles dans Ah oui. la tribune, ça fait un Mais peu c'est- saouler. quoi, on Oui, va non, dire. mais c'est bon. pas. Enfin, non, mais attends, c'est pas un run de Q3 qui va tuer le spectacle d'une saison de Formule 1. oui. Non, C'est mais quand même le moment que t'attends le plus ce samedi, mais Oui, mais t'as même un bon run, t'as quand même bien eu un sûr. premier run de Q3. complètement. Enfin, je veux dire, c'est. Et le deuxième qu'on attendait, monsieur Germain. Bref. Merci les pistonnets, merci Hamza pour ce beau décryptage. Vous le savez, il pourrait y avoir 22 Grands Prix la saison prochaine au calendrier du championnat du monde de Formule 1. Le calendrier, on en parle et on dresse tout de suite le procès. Oui, le procès des circuits. On s'achemine donc vers cette fameuse saison 2020 à 22 Grands Prix. Et si nos cœurs de passionnés s'en délectent, la raison nous pose cette question. Est-ce que trop de F1 peut tuer la F1 ? Avec une autre question forcément sous-jacente. Est-ce que la prolifération des circuits modernes aide au spectacle ? Regardons à quoi pourrait ressembler d'ailleurs cette saison 2020 avec notamment deux nouveaux tracés. Il s'agira de... ça y est, j'ai complètement perdu. Pays-Bas, Vietnam et tout à fait les Pays-Bas. Sachez que l'Allemagne finalement a sauté, que l'Italie qui était en difficulté reste, tout comme l'Espagne bien sûr dans ce calendrier à 22 Grands Prix, calendrier qui sera officialisé normalement début octobre. Donc on ne parle pas d'un calendrier officiel pour le moment. Le 4 octobre normalement on devrait avoir cette officialisation.
Calendrier justifié par Chase Carey, le grand patron à moustache de la Formule 1, qui déclarait ceci, c'était il y a maintenant quelques jours, au moment où on évoquait ce calendrier. Depuis que nous sommes impliqués dans ce championnat en 2017, nous avons parlé de développement, de nouvelles destinations afin d'élargir les horizons de la Formule 1 et en même temps consolider notre présence en Europe, foyer traditionnel de notre sport. Et oui, un baiser sans moustache, c'est comme un beefsteak sans moutarde. Tu fais ça à quelle heure? Et Chase le sait exactement. Les amis, un calendrier à 22 Grands Prix, on va l'afficher ce calendrier. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée? Bien mauvaise idée. Bien mauvaise idée. Après, je comprends que les soucis, pas les soucis, mais que l'argent prime et que, etc. Voilà, je veux bien être cynique, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour la F1, on va pas se mentir, 22 courses, ça veut dire que, par exemple, un abandon éventuel d'un Lewis Hamilton, d'un Max Verstappen, d'un Sébastien Vettel, d'un Charles Leclerc qui jouerait le titre, ça n'aurait pas forcément d'importance. Et surtout, pour les écuries, pour les gens qui travaillent, tu devrais avoir 2 équipes désormais. Est-ce que financièrement, c'est possible pour toutes les équipes? J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr. En fait, c'est comme on va presque avoir le même principe qu'en NASCAR. En NASCAR, ils ont 2 équipes, une qui fait la moitié de la saison et l'autre qui fait l'autre moitié. Comme ça, grosso modo, où les ovales pairs, les ovales impairs, genre de choses, pour que parce qu'il y a une course toutes les semaines en NASCAR. Donc et faut y aller. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Je pense non. Moi personnellement, d'un point de vue spectacle, parce que ça enlève, je trouve, un peu de l'élitisme qu'est la F1, de l'importance d'une course de Formule 1. Là, avec 22 Grands Prix, ça fait un peu NASCAR. Il y a le Daytona 500, il y a le Brickyard 400 à Indianapolis, mais après toutes les autres courses, on s'en bat les... Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire qu'au final, je trouve que ça enlève un peu de prestige à la catégorie d'avoir peut-être trop de Grands Prix. Derrière, je ne sais pas comment ils négocient leur budget pour les Grands Prix, parce qu'au final, plus de Grands Prix égale plus de rentrées d'argent pour la F1, égale plus de redistribution, quelque part. Mais est-ce que quelque part, ils arrivent à s'y retrouver derrière pour redistribuer comme il faut et que les équipes gagnent plus qu'elles ne perdent? Ça, c'est un autre débat. Mais quand tu regardes le truc en surface, tu te dis, ouah, purée, génial, plein de F1. Enfin, on va en avoir de début mars à fin novembre, ce qui n'a jamais été le cas avant. Enfin, voilà, Même début décembre, à la limite. Décembre, là, déjà. Ouais. Donc, enfin, je veux dire, tu kiffes, mais en fait, enfin, faut quand même se rendre compte de ce qu'est la Formule 1. Enfin, c'est pas une partie de ping-pong entre potes, quoi. Tu veux dire, au bout d'un moment, mais c'est vrai. Je veux dire, enfin, une voiture, ça coûte des millions d'euros. Transporter les équipes, ça coûte des millions d'euros. Et puis, la fatigue des mecs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, ces gars-là, ils sont sous pression 10 mois de l'année. Ils ont 3 semaines de vacances l'été. Et derrière, enfin, je te rappelle que la saison avant, elle se terminait début octobre. Et qu'on avait besoin de ce temps-là pour créer une nouvelle voiture et pour que derrière, en fait, ce soit pas forcément les plus gros budgets qui aient la meilleure voiture, mais les équipes qui ont réussi à au mieux penser. Aujourd'hui, le temps étant limité, c'est forcément l'équipe qui a le plus gros budget parce que c'est celle qui développe le plus vite. Je vous trouve un peu vieux jeu, les amis, dans le sens où quand tu prends dans tous les sports, je fais exprès, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour relancer le truc. C'est pour relancer le truc. Je vous trouve vieux jeu dans le sens où quand tu prends le foot, il y a de plus en plus de matchs. Quand tu prends la NBA, il y a de plus en plus de matchs. Surtout, il y a de plus en plus de matchs délocalisés. Quand tu prends les principaux sports, on va dire aujourd'hui dans le monde, Monaco délocalisé à Hong Kong. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de s'ouvrir aussi à de nouveaux pays, on l'a vu avec le Vietnam, on ne sait pas si le Grand Prix sera vraiment intéressant, mais c'est vital aussi pour tous ces constructeurs. On peut faire un. Alors je sais que ça, c'est un mot qui a créé une polémique dans le football, mais on peut faire une sorte de quota, j'en sais rien. Quota circuit historique, quota circuit entre guillemets nouveau. On accueille tout de suite Laurent Blanc, s'il vous plaît. Non mais, enfin, il faut essayer de penser à des choses. On peut créer j'en sais rien, un roulement entre pays. On peut créer même comme l'alternance Hockenheim-Nürburgring. Par exemple, on peut même faire un concept qui date des années 50 ou début de la F1, mais des courses hors championnat. Au lieu de faire des essais privés de début de saison, tu fais des courses hors championnat mieux rémunérées pour les équipes. Enfin, j'en sais rien, trouve des concepts. Là, on y pense en 30 secondes, on trouve des idées. Mais je sais pas, une saison de 22 Grands Prix, pour tout le monde, ça va être épuisant. Honnêtement, ça va être épuisant. Et tu regardes en foot, quel est l'événement que tu aimes le plus en football? Vous voulez tous rentrer avec la foot? Non, mais excusez-moi, on est bien sur les pistonnets là. Par exemple, pour moi, qui est parlant, l'événement que les gens adorent le plus dans le monde, c'est la Coupe du Monde. Quand est-ce qu'elle arrive? Tous les 4 ans. Parce qu'il y a cette attente-là, en fait. Plus tu vas mettre d'épreuves, moins les courses auront un caractère exceptionnel. Et en fait, je trouve que depuis qu'on a augmenté le nombre de courses, même les pilotes eux-mêmes sont moins investis
dans leur course et leur calendrier. Avant, quand tu avais 14, 15, 16, 17 courses, 17, je trouve que c'est le maximum. Putain, un Grand Prix de Formule 1, pardon pour le putain de... un Grand Prix... Tu regardes. Ah bah parce que automatiquement... Pourquoi tu t'excuses quand tu dis un grand mot comme ça à lui? C'est son domaine réservé. Donc, tu vois, quand tu avais un Grand Prix, au moment où les feux s'éteignaient, c'était Waouh. la course, Ouais. c'est peut-être même la course du mois. Enfin, dire, Ah ouais, t'en avais une chaque 2 semaines. ouais, et encore, il y a une époque, 2007-2008, c'était toutes les 2, voire 3 semaines, mais t'avais même pas de une semaine. On est peut-être jeunes, mais on a quand même grandi. La F1 qu'on a aimé, c'est une F1 à 17, 16, 17, 18 Grands Prix dans la saison. Et effectivement, moi honnêtement, 22 Grands Prix, franchement, t'es fan de F1, t'as un truc, un mariage, un truc de famille. Avant, ça te faisait, voilà, ça t'énervait de rater une course de F1. Bah là, t'as 22 courses dans l'année, t'en rates une, bah tant pis, c'est pas Ouais, grave. surtout si tu rates Sochi, en vrai, Oui. tu t'en bats là, voilà. Même la non, F1, mais, non, mais, la F1 rate Sochi. Hein, parce non, que- mais encore une fois, faut regarder le calendrier. 22 Grands Prix, moi je suis pas contre. Si c'est que des circuits exceptionnels, bon, ok, pourquoi pas. Mais derrière, si on se tape des Abu Dhabi, des Non. Sochi, des trucs comme ça, là, des Grands Prix où. Des Valence. Chier, des Valence. Et encore, Valence, ça dépend des fois. Il y a quelques Grands Prix intéressants, mais Bakou, une fois sur deux, c'est le bordel. Et puis voilà. Cette année, ça a été nul à chier. Mais par exemple, pourquoi ne pas faire des rapprochements géographiques et tu tournes une fois Alors, par an voilà. Par exemple, Sochi-Bakou, en soi. Oui, pourquoi pas. Une année sur 2. Là maintenant, on fait des allers-retours. Là, cette année, on a La taxe fait, carbone. on a fait Monaco, Canada, Pourquoi ta taxe carbone, Monaco. Ah, Donc, oui, enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Alors après, derrière, il faut trouver les bonnes dates en fonction des circuits, etc. Et aussi de la température. Puis Parce des que va au climats. Canada, en début mars, décembre, ouais. courage les gars. Voilà, hein. c'est ça. On a bien compris, les amis, vous voulez élargir ce débat, bien sûr, au simple nombre de Grands Prix. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est un très bon argument. Le fait que ça va coûter plus cher aussi aux écuries, alors qu'on est en pleine négociation dans les accords Concorde pour des réductions, bien sûr, de bien budgétaires et de sûr. coûts de Ça la fait 15 Formule ans 1. que c'est comme ça. Et c'est quand même assez paradoxal. Pour élargir un petit peu plus, regardez cette déclat de Jacques Villeneuve qui parle de la conception même des circuits et notamment à propos des zones de dégagement. Les pilotes se disent que de toute façon, il y a de l'asphalte et on peut prendre plus de risques. Contrairement au gravier ou au sable, cela ne permet pas à la voiture de s'immobiliser rapidement après un incident. Cela crée un faux sentiment de sécurité au-delà du nombre de courses et de grands prix. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, puisqu'on arrive au circuit, au procès des circuits, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire sur ces circuits pour améliorer la sécurité? Et on sait que malheureusement, il y a eu différents cas, et on rappellera aussi celui cette semaine, bien sûr, d'Alex Perroni, qui s'est complètement planté en F3, Ouais. et on ne reviendra pas sur ce qui s'est passé, notamment du côté de Spa. Alors, moi, je vais être un peu désolé là-dessus, mais effectivement, il faut aussi revenir sur ce qui se passe à Spa, parce que là, on voit Alex Perroni qui rebondit quand même sur les murs de pneus, Quel vol. qui s'envole pour atterrir sur du grillage, ce qui est normalement pas faisable sur un circuit de F1 ou sur un circuit de Juste grade en 1 montant de sur la un FIA. vibreur, hein, on rappelle. Hein. Ouais, c'est ça. Il Un prend le boudin. boudin et il boudin, ouais. s'envole. Soit le boudin, tu le mets entièrement, soit tu le mets pas. Donc on l'a retiré après. Mais la voiture, elle s'envole. Et en fait, le but du jeu, c'est que les dégagements soient suffisamment grands pour, si tu t'envoles, tu réatterris pas sur le grillage, quoi. Tu réatterris avant et tu te fais arrêter par les protections. Maintenant, malheureusement, il faut aussi parler du crash d'Antoine Hubert. C'est que s'il y a des Tech Pro, il revient pas sur le dégagement et il se plante dans le Tech Pro. Et là, il est... Je sais pas s'il est safe, mais les pneus, généralement, ça fait rebondir une voiture et c'est aussi un autre problème. Donc, la sécurité sur les circuits, l'environnement qu'il y a sur les circuits, elle est loin d'être accomplie. On s'est trop focalisé, je pense personnellement, Sur les voitures. sur les voitures, à bon escient. Hein. Enfin, fallait le faire, quoi qu'il arrive. Le halo, il sauve Alex Perroni, ça sauve Guélaël en F2. Charles Leclerc l'année ça- dernière. Alors, moi, à mon avis, un peu moins, mais voilà. Mais le halo a prouvé son efficacité totale, c'est sûr, même si c'est moche. Mais derrière, effectivement, maintenant, il faut se concentrer absolument sur les circuits et offrir un environnement sécurisé pour que les pilotes puissent prendre des risques. Et c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on construit des zones de dégagement partout. On met du goudron, du bitume à l'extérieur des pistes. Sauf que derrière, en qualification ou en course, on va aller sanctionner un pilote qui va couper. Mais le pilote, il est conditionné depuis qu'il est tout petit, il est construit, Eh oui. il est façonné Bien sûr. parce qu'il aille le plus vite possible. Donc c'est pas une volonté du pilote d'aller couper pour tricher, ou c'est juste pour essayer de gratter gagner le dernier millième. exactement quelques millièmes, quelques centièmes, quelques dixièmes. Le pilote, il est construit, il est façonné pour faire ça, pour aller le plus vite possible. Si le pilote, on lui met un bac à gravier, si Sébastien Vettel, on lui met un bac à gravier sur la Parabolica, est-ce que vous pensez qu'il va essayer bien sûr que non. de se risquer à aller mettre les 4 roues éventuellement, ou pas, on en a parlé tout à l'heure, à l'extérieur?
Et puis c'est réponse, ça elle qui est est évidente. impressionnant. Elle est C'est ça évidente. qui est impressionnant parce que quand tu vois un pilote flirter avec la limite de son pilotage pour être justement ne pas se prendre l'herbe ou quoi que ce soit qui le fait partir en toupie ou là c'est le crash, tu vois. Sublime. C'est ça qui est impressionnant. Là, Les tours de qualif à Singapour, l'année dernière, j'ai assisté à l'une des plus belles séances de qualif de Ouais, l'histoire, bien enfin, de mon les vivant mecs personnellement. frôlent le mur, c'est beau. Entre les C'est ça qu'on veut tours voir. d'Hamilton et Verstappen, mais c'est sublime. Et puis C'est même là, sublime. Les mecs, ils vont faire des bisous au mur. t'es un romantique, toi. T'es un romantique. J'aime bien. Puis même là, tu regardes au virage 4 à Monza, le fait qu'il y ait l'herbe et le gravier et quand Hamilton, en fait, tu vas voir en fait cette limite qu'il va atteindre. Tu la vois de tes yeux parce que t'as un dégagement de fumée, Bien tu sûr. vois la voiture qui, Ouais, et tu fais, waouh. l'aileron arrière qui est comme ça. Derrière, s'il y a du goudron, il fait quoi en fait? Bah rien, il prend un peu plus large et puis il prend la chicane avec. Mais ça va être très même- intéressant de et voir Leclerc. Zandvoort pour ça. Et puis même, D'ailleurs. ouais, est-ce qu'ils vont supprimer les Ouais, bah, bien sûr. bacs à gravier Bah, ils vont élargir la piste parce qu'elle n'est pas grade 1. Oui, mais donc du coup, est-ce qu'ils vont garder les bacs à gravier à l'extérieur? Je suis pas sûr, personne. Non, non, Ah non, bah, ils vont si devoir c'est asphalter. Keke qui s'en charge. Par Non, contre, ils pour vont revenir pas sur Spa, sachez que c'est une décision qui a été prise avant le Grand Prix. week-end dernier. Ils vont remettre des bacs à gravier, alors on ne sait pas encore où, Mhm. parce qu'ils veulent se mettre aux normes de la MotoGP, je crois. Donc, Ouais, D'accord. Les motards détestent les zones asphaltées, ils préfèrent les graviers. Je tu sais m'étonnes. plus Parce qu'un pourquoi. gravier, ça ralentit, ça Parce stoppe que- la voiture. ouais, tout alors que simplement. le motard peut se brûler et Ouais, ralentit ouais. pas au final et peut se prendre le mur de plein fouet avec que son corps pour le coup. Lui il a pas de halo, donc c'est pour ça aussi que la moto GP quand elle se déplace sur des circuits plutôt type F1 gueule un petit peu. On referme cette parenthèse, bien sûr, sur la sécurité. C'était important, vu de l'actualité, bien sûr, de l'évoquer. Je voulais revenir sur ce calendrier, bien sûr, à 22 Grands Prix, parce qu'il y a quand même quelques tendances qui se dégagent de cette décision qui sera prise début octobre officiellement. Regardez les petites tendances qu'on a notées, et forcément, ça va faire naître une nouvelle question chez les pistonnés. On a vu que d'un côté, les circuits historiques étaient en danger. Hockenheim non reconduit. Il y avait des menaces sur Silverstone, sur Monza. À Spa, on évoque déjà un problème de budget avec l'arrivée du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort et le fait qu'il y ait peut-être moins de Néerlandais qui se déplacent en Belgique. Et puis, il y a toujours, même si c'est autre chose, c'est politique, la possible délocalisation du Grand Prix du Brésil qui pourrait quitter Interlagos pour rejoindre Rio de Janeiro. Et ça, si on met ça en opposition, bien sûr, avec les nouveaux tracés, alors je ne sais pas si vous serez tous de cet avis, mais moi j'ai mis souvent décevant. Et les questions que j'ai envie de poser, y a-t-il un problème Herman Tilke, le concepteur bien sûr de ces circuits? Et on a souvent dit, on ne peut plus le dire depuis 2 semaines et c'est normal, on a souvent dit que les circuits d'Herman Tilke étaient des circuits trop sûrs, voire trop faciles. Si vous opposez un petit peu la F1 old school, les circuits old school et les circuits new school, est-ce qu'il n'y a pas là en tout cas une philosophie, il y a peut-être quelque chose à faire, on va dire, au niveau de la Formule 1? Bah, ce qui est sûr, c'est que les nouveaux circuits se ressemblent quasiment tous. Ah oui. Ah, mais ils Et sont les construits de la même manière. Et c'est très simple, parce qu'en fait, il y a eu une volonté à un moment donné de renouveler la Formule 1 et renouveler en fait ce parc de circuits. Et il y a un cahier des charges très précis qui a été envoyé aux concepteurs des circuits. En l'occurrence, Herman Tilke a été l'un L'architecte des préféré architectes. de Bernie Ecclestone. Voilà, 40 ans qu'il fait principaux. l'architecture des circuits. Et le cahier des charges, c'était quoi? C'était un secteur de courbe rapide, un secteur de ligne droite et un secteur de virage lent pour qu'il y ait du spectacle. Résultat, quand tu regardes les nouvelles pistes qui arrivent, elles se ressemblent toutes parce qu'elles ont toutes le même cahier des charges. Les virages se ressemblent tous et finalement, en fait, ça va favoriser toujours le même type de voiture. Et par conséquent, du coup, une voiture qui sera en tête du championnat parce qu'elle va dominer sur le même type de circuit à chaque fois. Donc, évidemment que ça tue tout. Après, le circuit est un outil. Le circuit est un lieu où on fait la course. Derrière, il y a aussi des règlements qui rentrent en jeu. Donc les circuits ne sont pas à blâmer à 200%. Les circuits sont simplement une arène où on va faire la course. Résultat, maintenant, c'est plus qu'il faut adapter les règlements en fonction de ces circuits-là si on veut les garder. Et en l'occurrence, je ne suis pas sûr que la FIA soit tout de suite prête à ça. Moi, c'est ce que je rejoins Brice là-dessus, c'est que finalement, les circuits sont pas spécialement à remettre en cause. Et d'ailleurs, le Paul Ricard n'est, pour moi, pas à remettre en cause au Très final. bonne piste. Parce que c'est une belle piste, mine de rien. C'est juste que la réglementation des voitures n'est pas faite pour ce type de circuit. A contrario, on a vu en Autriche ou à Hockenheim, bon là il y a eu la pluie, mais en Autriche, ça vaut le type de voiture qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des lignes droites avec que du DRS, et on vient faire les freins parce que les voitures peuvent pas se suivre, et donc du coup, on a la possibilité de venir faire les freins grâce au DRS. Sur le Paul Tilke qui l'a Ricard, refait, hein, là, Henri. Hein C'est Tilke Ouais, qui bien l'a sûr. refait. Là, il l'a refait, oui, mais le tracé est resté le même depuis. le raccourci. Oui, il est longtemps. moins rapide et il est plus court.
Oui, non mais d'accord, mais là on parle des années 70 sur la 1 ring. Comme une non, mais Nürburgring. d'accord, mais voilà, je veux dire, le 1 ring, Il a le Red Bull rénové, Ring n'est pas tout nouveau comme le non. Kota, par exemple, le circuit des Amériques. Donc faut faire attention, faut pas blâmer que les circuits. Oui, il y a des améliorations à faire sur le circuit. Moi, je suis toujours partisan de mettre une bande d'herbe de 2 mètres de large, quitte à mettre après de l'asphalte et du gravier et faire ce que vous voulez, mettre des Tech Pro, des pneus, voilà. Mais au moins, si on a cette bande d'herbe, on sait que le pilote peut pas aller au-delà de cette limite parce que sinon il est obligé de perdre beaucoup. C'est C'est une limite ça qui est physique. intéressant. C'est Ça une devient- limite physique, ça c'est devient ça une qui est limite intéressant. physique. Et ça nous enlèvera derrière les pénalités à tout va. Ouais. Parce que derrière, il faut regarder s'il a mordu la ligne ou pas. Faut Là, faire tu la mets tes barre, roues, machin. tu mets tes roues dans l'herbe, c'est terminé. Mais ça reste un sport d'élite en plus. Moi, je suis désolé, hein, mais je me trompe certainement, mais quand je regarde Paul Ricard, honnêtement, je me dis que Monsieur Tout le Monde peut aller piloter à Paul Ricard. Ah mais bien sûr. Il y a des track days, tout le monde peut aller rouler Je vois, là-dessus. c'est vrai. Pas de problème. Hein. Mais oui, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu fais une erreur, bah, c'est pas grave, tu coupes, tu vas tout droit, et à un moment c'est donné, tu retrouveras le circuit. Tu vois, et Tu veux dire que tu aurais plus peur avec ta Clio d'aller à Spa et de monter le raidillon à fond? je Ah bah, pense, bien sûr. je pense. Même avec une Twingo, tu te fais plus dessus dans le Raidillon à Aspa que de prendre signe à fond avec ta Twingo. La Hein. Twingo, elle Non, mais monte pas. clairement. Dans le Et, raidillon, elle T'es monte pas. méchant. Et le problème, en plus, le fait que Tilke soit responsable de la rénovation de tous ces circuits, donc il a fait le Mexique, il a fait l'Autriche, Hockenheim, Nürburgring, Barcelone, Monza, et que ce soit lui Monza qui fasse Parabolique. la parabolique. Ah. Et que ce soit lui qui soit le décisionnaire sur aussi les circuits, les nouveaux circuits, ça pose un vrai problème. Du coup, mais ce qu'on disait tout à l'heure, tous les circuits se ressemblent. Pourquoi ne pas donner plusieurs circuits à différents Pourquoi pas mettre en concurrence en fait, l'ami par Tilke, exemple, qui est j'en sais juste rien. derrière nous là. Le Vietnam, c'est pour lui. Rio, si jamais ça se fait, ce sera aussi pour lui. Mais Vietnam, quand tu regardes le tracé, enfin, je veux dire, il a un cahier des charges, c'est simple, c'est on veut des lignes droites avec des épingles, c'est tout. Manu, je voudrais faire un prono. Vietnam l'année prochaine, Renault vainqueur. Gros moteur. hein, ça Gros veut moteur. dire. En plus. Tu seras encore parmi nous. Ah, sympa, merci. Est-ce que ton Bah, je sais pas si on continue à parler football, visiblement non, mais Les amis, très rapidement, des avis de Formule 1, des avis de vous, chers pistonnés qui nous suivez, bien sûr, chaque semaine. Regardez un petit peu à ce grand débat sur les circuits, ce que vous souhaitiez nous dire et nous raconter. On a Vicnet qui nous dit, perso, je trouve l'ordre dérangeant, le faire dans un ordre par continent, ne serait-il pas mieux à la fois pour les équipes, les fans et le bilan carbone de déplacer le cirque de la F1 C'était l'avis d'Hamza Ramani il y a quelques instants. Je ne sais pas si lui rigolait, vous avez l'air très sérieux. Autre avis très intéressant, Oscar Tony Firsen, le problème n'est pas le nombre en tant que fan, tant mieux si on en voit plus égoïstement. Le problème, c'est que c'est plus la F1, mais la coupe Hermann Tilke, ce baudet, dessine toujours les mêmes circuits de bouseux dans des pays où il est inutile de se déplacer, voire dangereux. Bravo Oscar pour cet avis fort. Autre avis, Dave Murray. Pour le Vietnam et Zandvoort, faut voir, mais pour moi, Chine, Espagne, Russie, Abu Dhabi n'ont pas d'intérêt. Je suis pas convaincu par l'Autriche, Bakou et le nouveau Paul Ricard. Je préférerais revoir Imola, Estoril, Istanbul ou Kialami. Istanbul. Bien sûr, Kialami, c'était l'Afrique du Sud. pourtant c'est un circuit Tilke, mais c'est l'un des meilleurs. Mais franchement, c'est sa seule réussite, en vrai. Non, Malaisie. Oui, pardon, c'est vrai, c'est pas. Allez-y, Bon, bien. attends, Malaisie, Istanbul, basta. On Le enchaîne reste, les amis. l'Inde, Autre Valence, avis, bien sûr, Florian. Le Vietnam, aucun intérêt, mais si on ajoute des circuits old school, ça serait cool. Mais en retirant les circuits comme Abu Dhabi et Sochi, et pour la sécurité des pistes, faut remettre les graviers et l'herbe et pas d'asphalte qui ralentit rien. On est d'accord là-dessus, mon cher Florian. Puis un dernier avis, c'est stéréo, plus de Grand Prix, ça signifie une trêve plus courte et un temps Merci. de développement raccourci entre les saisons. Les petites équipes y perdent. Merci. Voilà à peu près les avis d'experts, les avis des passionnés. J'espère en tout cas que ce débat vous aura passionné. N'hésitez pas bien sûr à réagir sur le compte Twitter Les Pistonnés, sur le Instagram Les Pistonnés, sur bien sûr cette vidéo sur la chaîne First Team Sport. Et nous, eh bien, on lance tout de suite le quiz, les amis. C'est l'heure du quiz. Carrément. Est-ce que vous êtes concentrés ? Est-ce que vous êtes concentrés ? Monsieur Brice Germain l'a emporté la semaine dernière. On va voir un petit peu s'il va pouvoir faire le back-to-back comme l'a fait Charles Leclerc, bien sûr, ce week-end. Ah ouais, il faut. On commence tout de suite par les qualifications. Allez, sortez du garage, ne faites pas comme à Monza, bien évidemment. Première question, concentrez-vous. Concentrez-vous. Combien de meilleurs tours compte Lewis Hamilton en carrière ? Oh, Elle est super facile, cette question. paquet. Super. 44. Non, putain, Il est là, il est là. Il a réagi qu'à ça. Il est là. C'est Hamza Ramani qui va partir en pole position aujourd'hui, bien sûr, de notre Ça fait la course. deuxième fois qu'il a fait. Allez les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la course ? Est-ce que vous êtes prêts pour la course ? C'est toujours un quiz énumération bien sûr qui nous attend. Avant Esteban Ocon, 7 pilotes français ont piloté pour Renault
pour Renault, pardon. Saurez-vous, bien sûr, les retrouver et les reconnaître? Sept Il y en a pilotes 7, français, c'est voilà, ça? 7 pilotes français, c'est écrit derrière moi. On pilotait chez Renault avant Esteban Ocon. Il faut les retrouver et c'est Hamza qui commence. Romain Grosjean. Romain Grosjean, c'est bon. Franck Montagnier. Non, il n'a pas piloté en Grand Prix. ouais. Allez, Non, il n'a pas dehors. piloté en Grand Prix. Pas en Grand Prix, frérot. Ah oui, oui. Merci. Allez, Et Brice sort déjà de cette course. Mais tu pourras peut-être te refaire sur le meilleur tour. Qui peut être le Super Banco. Kiro. René Arnoux. René Arnoux, c'est bon. Facile, moi je l'ai dit. Prost. Prost, c'est bon. Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre Jabouille, c'est bon. Pas mal. Il nous en reste donc 3. Non, Tambay. Patrick Tambay, c'est bon. Oh putain, les deux derniers sont très très Ah difficiles. merde. D'où l'intérêt de partir en pôle sur ce quiz. Alors attends, chez Renault. Je regarde un peu les Renault. Chez Renault, il y en a deux garçons qui n'ont disputé qu'un seul Grand Prix avec Renault. Ah ouais. C'est chaud, frérot. C'est Tu chaud. viens de Tarango Chat ou pas? Non. Attends, moi je deux. veux pas mal. Je veux gagner. Faut quand que tu fasses vite alors. même. Didier Pironi, mais Non. n'importe quoi. C'était Franck Hainaut, que je ne connaissais pas, et Philippe Streff, bien sûr. Ah ouais. Philippe Streff qui a Ah fait bah, une le seule course. Le fameux. Il fallait le trouver. Donc Hamza a gagné la course, mais je sais Il y a pas le meilleur pourquoi. tour, il y a le banc. Mais je ne sais pas Le moteur pourquoi. peut avoir une fuite. On a le meilleur tour aujourd'hui. Le meilleur tour que je n'ai d'ailleurs pas écrit. Oh, putain. Ah merde. C'est un qui suis-je, mais on va le faire de tête, chers amis. Ça va aller très 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 vite. Vous inquiétez pas. Ah, C'est sinon, un on qui peut suis. garder ça. Hein. Je suis un ingénieur qui a marqué l'histoire de la Formule 1 dans le bon sens comme dans le mauvais sens d'ailleurs Ah. des termes. Pat Simon. Pat Simons. Oh putain. Voilà, allez hop, merci, c'est pour moi. Oh, il l'a pris. Oh, il l'a pris. Il l'a pris. C'était Pat Simons. C'était Pat Simons. Ça allait très très vite. Je décide Pole position les victoire. nouvelles voitures pour pole position 2021. Il a victoire. quand même au mérite. Position victoire. Au mérite, Mais au mérite, il l'a rien du pris. tout, tu me Ça allait prends. très vite. J'avais mal écrit ma chose. Merci à tous d'avoir été avec nous, les amis. N'oubliez pas, bien sûr, de commenter cette émission. Bravo Hamza pour ce quiz. Et forcément, les amis, on finira cette émission. C'est ouais, pas frérot. pour être faire dans le pastos. Meilleur mais tour, frérot. on terminera cette émission avec une immense pensée à Antoine Hubert, forcément, dont Ouais. Et à qui a Juan été Manuel Correa. inhumé hier, et à Juan Manuel Correa, tout à fait, qui est dans une situation un petit peu compliquée. On pense très très fort à eux et on se quitte là-dessus. Dans 2 semaines, les amis, Salut. après le Grand Prix de Singapour. Merci, c'était top les pistonnés. Un royal, Ciao. comme d'habitude. Incroyable. Ciao ragazzi. Ciao.